Et là, c'est pas poussif comme le sont les Eagles, quoi. Ah non. C'est poussif, je sais pas, c'est traînard, c'est. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les semaines pour débriefer la semaine qui vient de s'écouler. C'était déjà la 12e semaine de compétition. On est arrivé aux 2 tiers de la saison régulière. Oh, que le temps passe vite, mes bons amis, que le temps passe vite. Et pourtant, pour certaines équipes, les destins se font et se défont au gré des semaines. C'est tellement beau, cette NFL. Bref, nous voici donc à la fin de cette 12e semaine de compétition. On va parler de tout ce qui s'est passé, notamment lors de la Red Zone de ce dimanche. Pour m'accompagner, mon équipe du lundi avec Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à tous les agents libres qui ont signé d'énormes et juteux contrats. D'ailleurs, on a accueilli notre ami Shaquille Leonard dans notre équipe. Voilà. Il n'est pas là ce soir. Il ne pouvait pas, mais il reviendra prochainement. On a aussi Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Salut Flav, c'est Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonsoir à tous les free agents qui ont signé des gros contrats bien juteux. Écoute, ça va pas mal. Hein. Moi, comme je t'ai déjà dit, Thanksgiving, ça s'est bien passé. On est en route vers les playoffs tranquillement et puis on va parler un petit peu de tout ça, des grands vainqueurs du week-end. Et mon cheval fou, Vince. Salut Vincent, comment ça va? Oh, mon cheval fou, carrément. Quel honneur. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous ceux qui suivent le football américain en français. Et ben oui, c'était une très belle semaine de Thanksgiving, donc forcément une semaine un peu particulière avec 4 matchs un peu déprogrammés en milieu de semaine. Une super red zone avec une red zone qui s'est prolongée. On va en parler avec une belle prolongation et un très beau match. Des très beaux matchs, de manière Vous générale. notez quand même que j'ai recruté mes 3 consultants par rapport aux victoires faites dans cette semaine de compétition, puisque les Giants, les Broncos et les 49ers ont tous les 3 gagné. Nous ne parlerons pas, bien évidemment, de la franchise de l'animateur. Oui, mon Ah Yaya. oui, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Ouais, c'est vrai, dis donc, j'ai pas vu. J'ai une vraie question. Qu'est-ce qui s'est passé? On en reparlera. On va en reparler des Falcons dans cette émission, donc on en Ah, parlera. ça y est, tu fais ton coming out, tu deviens fan des Falcons. Alors non, mais Ah. je vais te rappeler gentiment, mon cher Yaya, que certains, dans le podcast d'NFC Sud, avaient dit que les Falcons seraient possiblement champions. Oui. Et que Alors, d'autres, qui n'ont pas beaucoup de champion et cheveux, NFC Sud. et que d'autres qui n'ont pas beaucoup de cheveux m'avaient rionné. Mais bon, les gens réécouteront la preview de la NFC Sud pour s'apercevoir de qui était dans le vrai. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Mon cher Yaya, tu avais quelque chose à dire ou pas? Non, absolument pas, mais tu connais très bien ta division. Ah oui, Bon, je connais après, très bien mon équipe aussi. être un roi borgne au milieu d'aveugles. Oui, bon, ça fait un peu 2 saisons que c'est comme ça, hein, je veux te dire, c'est pas vraiment nouveau. Oui, C'est tout à pas, fait. c'est pas vraiment une nouveauté. Alors on va parler non pas d'aveugles, non pas de bornes, mais de gens qui voyaient bien clair, et pourtant hier il pleuvait fort du côté de Philadelphie. Ce sont donc les Eagles et les Bills qui nous ont offert peut-être l'un des matchs les plus haletants de cette saison régulière 2023. Une victoire des Eagles au bout du suspense. Non seulement ils ont égalisé à la dernière seconde, sur un coup de pied de 58 yards, avec le vent, avec la pluie de Jake Elliott, et en plus, ils ont été ensuite gagnés en prolongation sur un touchdown de Jalen Hurts. Seb, première question, est-ce que les Eagles ont mis un vrai statement hier avec cette nouvelle victoire une semaine après celle des Chiefs? En tout cas, Jalen Hurts a mis un sacré statement sur cette victoire parce qu'il l'arrache en patron. Hein. C'est lui qui mène le drive, qui permet d'arracher la prolongation. Et puis en prolongation, c'est lui qui marque le touchdown de la victoire. Au total, il lance 3 touchdowns ce soir-là. Il en marque 2 lui-même. Il mène 4 drives qui mènent eux-mêmes à des touchdowns avant la mi-temps. Donc il a peut-être en effet lui-même et son équipe fait un statement avec cette victoire, parce que pour autant ils ont verrouillé le first seed. Ça, c'est l'avenir immédiat qui le dira. Après,
tout n'est pas exempt de reproches. Il y a quand même une défense qui alloue plus de 500 yards à son adversaire toujours, et puis une offense qui reste au point mort pendant deux quarts-temps et demi. Donc, statement, certainement. Verrouillage du first seed, on va voir. Et le verrouillage du first seed pourrait bien jouer la semaine prochaine, puisque les Eagles vont jouer contre les Niners. Et alors là, s'il y a une victoire des Eagles, ça va commencer à faire un trou en tête de la NFC. Au contraire, s'il y a une victoire des Niners, ça pourrait bien complètement resserrer cette conférence NFC. Vince, est-ce que toi, les Eagles t'ont impressionné? Est-ce qu'à ton avis, ils ont bloqué le first seed hier? Alors, bloquer le first seed, on l'a dit, il y a encore un gros calendrier, donc rien n'est joué. Les Eagles, quoi qu'il arrive, ont marqué leur territoire. Ils ont fait une Steelers hier, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à gagner en Avec des étant... points. Oui, avec des points. Ils ont fait une Steelers, mais avec des points. Ils ont réussi à gagner en étant largement dominés au total de yards sur le match. Donc, Seb l'a dit, Buffalo a fini avec 505 yards, qui en finit avec seulement, entre guillemets, 370, ce qui est déjà 378 exactement, ce qui est déjà un bon total. Mais c'est vrai que ils finissent avec 500 yards encaissés. Et ça, c'est un truc qui me dérange quand même un peu. Ok, il y a la prolongation qui est rajoutée, mais pour autant, c'est les Bills en face, c'est une très belle équipe. Bon, le first seed va être quand même très important à aller chercher. On va en parler. Forcément, les Niners sont dans la course aussi. Et la semaine prochaine, on risque d'y voir beaucoup, beaucoup mieux. Oui. Ou au contraire, beaucoup plus flou d'ailleurs, si les Niners gagnent. Ah oui, ça on risque de voir flou, oui, ça c'est certain, parce que déjà qu'en AFC c'est plutôt disputé, mais en plus là, la NFC deviendrait elle aussi assez disputée. Est-ce que Yaya, on disait des Eagles que le calendrier elle est extrêmement difficile. Sur les 5 dernières semaines, ils ont joué Miami, ils ont joué Dallas, ils ont joué Kansas City, ils ont joué Buffalo, ils ont gagné ces 4 matchs-là. Est-ce que ça en fait les favoris logiques pour cette saison? Oui, et ils ont un truc qui n'est pas dans les statistiques, c'est la chance du champion, c'est-à-dire la force du champion. C'est-à-dire que même quand ça va pas, ils arrivent à gagner. On prend le cas d'hier où ils sont menés jusqu'à la dernière seconde, ils égalisent à la dernière quasiment au buzzer et ils marquent derrière. Contre Kansas City, il y a un drop incompréhensible. Ils vont gagner contre Washington en prolongation alors qu'ils sont vraiment mal. Même quand ils sont mal, ils arrivent à gagner. Et moi, c'est là-dessus que je vais pointer un petit peu ce qui se passe du côté de Philadelphie. C'est-à-dire que depuis 2 ans, c'est une équipe qui est quand même assez rouleau compresseur, beaucoup plus l'an passé que cette année. Cette année, c'est un petit peu plus poussif dans la manière, mais ils arrivent toujours à gagner, ils arrivent toujours à trouver une manière de gagner. Je pense que cette année, ça vient aussi du changement des 2 coordinateurs offensifs et défensifs qui sont partis sous d'autres cieux. Donc, malgré tout, ça roule. En plus, ils draftent des joueurs toujours de talent. Carter, c'est plutôt le rookie défensif de l'année. En tout cas, il sera dans la discussion. Il y a un sentiment où les équipes adverses vont toujours exploiter la moindre faille de l'équipe adverse. Et ça, c'est quand même une sacrée perf. Oui, parce que c'est vrai ce que tu dis, Yaya. J'ai l'impression, depuis le début presque depuis la week 1 de cette équipe des Eagles, qu'on entend toutes les semaines la même chose, à savoir, c'est poussif, ça gagne de peu, mais ça gagne. C'est poussif, mais ça gagne de peu, mais ça gagne. Toutes les semaines, on y a le droit. Et pourtant, ça gagne tout le temps. Sauf contre les Jets, une fois. D'accord. Mais sinon, ça gagne tout le temps. Tout à fait. J'avais l'impression que tu me félicites, tel Arthur avec toi. Oui. Arthur, que l'on salue. Oui, c'est exactement ça. Et justement, c'est un petit peu cette impression un peu bizarre. Et j'ai eu cette réflexion avec un de nos auditeurs
par message aujourd'hui. Cette année est une année un petit peu particulière dans le sens où il n'y a pas d'équipe vraiment qui surperforme et fait peur à tout le monde et domine de la tête et des épaules. Et c'est extrêmement déroutant, et ce qui fait que c'est une saison assez intéressante à suivre, où il n'y a pas vraiment à part les Eagles qui ont un bilan à 10 victoires, une défaite, les autres équipes, c'est beaucoup plus serré. Donc c'est quand même intéressant à suivre. Et eux, malgré leur bilan, ils sont quand même passés plusieurs fois tout près de la correctionnelle. Oui, et encore une fois, il y a une possibilité que ce podcast vieillisse très mal, puisque si ça se trouve dans 2 semaines, on va se retrouver avec une situation complètement différente. Imaginons une seconde, ce qui ne semble pas complètement impossible, que les Eagles perdent contre les Niners et contre les Cowboys. Ils relancent non seulement la NFC, mais possiblement la NFC Est aussi. Il se peut très bien que dans 2 semaines, les Cowboys soient au même niveau que les Eagles de Philadelphie, et potentiellement, ils pourraient passer du first seed au 5e, quoi. Ça peut très vite basculer, hein. C'est la joie de la NFL. Oui, et puis même Détroit qui malgré leurs faux pas, de cette semaine contre Green Bay, ils peuvent quand même malgré tout faire quelque chose cette année. Hein. Mais je veux dire, avec les Cowboys qui sont pas largués dans cette division NFC, qui sont entre guillemets cas de victoire, il y a encore un match confrontation directe entre les deux équipes. Ça peut vite basculer quand même. Hein. Ça peut vite se renverser, et on peut passer d'une équipe qui était favorite pour le first seed à une équipe qui se retrouve non tête de série pour la wild card. Ça peut aller vraiment très très vite. Bon, alors après, si c'est pour aller affronter le champion de la NFC Sud, bon. Enfin bref, nous allons y revenir, tiens. Quelqu'un a quelque chose encore à dire sur les Eagles, ou on passe à la NFC Sud tout de suite? Moi, j'ai un tout petit truc à dire quand même, parce que c'est la 2e saison d'affilée qu'ils sont à 10-1. Oui. C'est pas rien. C'est arrivé, je crois, seulement 3 fois dans l'histoire de la NFL que deux équipes d'affilée. Oui. C'est la 3e fois dans l'histoire de la NFL qu'une équipe arrive à faire 2 saisons d'affilée en 10-1, et les 2 premières fois, l'équipe a fini champion. Ouais, voilà. Moi, j'ai juste une petite chose à rajouter. Ils sont en course pour mettre fin à la malédiction du champion de NFC East. Ouais. Et c'est pour ça que, attention, jamais depuis les Eagles, dans les années 2000, un champion a été back-to-back. Donc attention. Tout à fait. Et moi, j'aurais juste une dernière chose à dire sur les Eagles pour reprendre, enfin pas reprendre, mais plutôt compléter ce qu'a dit Yaya tout à l'heure. Effectivement, on sent que c'est étriqué, on sent que des fois on se dit mais c'est poussif, mais ils y arrivent. Mais moi, ce que je remarque là-dedans, c'est que justement, ils y arrivent. Et le fait d'y arriver, c'est une adaptation des joueurs, mais aussi des coachs. Ils arrivent à s'adapter et à se mettre au diapason de l'équipe adverse et à changer leur plan de jeu et à les faire évoluer au fil du match pour s'adapter aux forces, aux faiblesses de l'adversaire. Et on le voit au fur et à mesure des matchs, les Eagles souvent arrivent à faire des petites remontées comme ça. Et ça, je trouve ça très beau et très fort. Et moi, de mon point de vue un peu plus technique, tactique, je me dis vraiment bravo au coaching staff qui réalise vraiment pour moi une très belle saison. Et comme en plus l'a précisé Yaya, ils ont perdu quand même leurs 2 coordinateurs à l'intersaison, ce qui est pas rien quand même à remplacer. Le coordinateur et défensif, c'était Jonathan Gannon et Shane Steichen qui sont partis du côté des Colts et des Cardinals. Pour compléter ce que tu disais sur la stat, Vince, tout à l'heure de la 2e année de suite à 10-1, les 2 équipes qu'il avait réalisées jusque-là, c'était les Dolphins en 72 et 73 et les Colts en 2005 et 2006. Et ouais, j'avais oublié les Colts. Voilà, j'avais la stat des Dolphins, mais j'avais oublié les Colts. Pourtant, je pense que c'était l'époque du grand Manning. Ah ouais, tout à fait. Et oui, tout à fait. Et ils ont fini effectivement tous les 2 champions l'année suivante. Est-ce un signe pour les Eagles? Nous le saurons au mois de février. Vince, quand tu parles de Manning, tu parles du grand de Peyton. Ouais, le frère du plus grand quarterback de l'histoire. C'est ça. Celui qui a repoussé l'Empire à main nue. Voilà.
Ouais, voilà. Bon, c'était son moment. On va le laisser dans son déni Voilà. et on va passer à la suite. On va passer à la NFC Sud, on va passer à l'angoisse, on va passer voilà, je ne sais même plus comment définir cette division, c'est absolument C'est incroyable. le Bush. Vous savez qu'actuellement, selon les prédictions de playoffs, il y a des sites qui font très bien les pourcentages de chances d'aller en playoff. Il n'y a aucune, et je dis bien aucune équipe de NFC Sud qui a plus de 50% de chances d'aller en playoff. Les mieux sont les Falcons à 48, ensuite il y a les Saints à 44. Et, bon, mais il n'y a même pas une seule équipe qui a plus de 50% de chance d'y aller. Il y en aura une, hein, pourtant, je vous le dis. Il y en aura une. C'est pas étonnant. Comme ça, on va pouvoir relancer le débat qu'on a tous les ans sur faut-il revoir les champions de division, arrêter de les qualifier d'office et tout, quoi. Parce que ça fait quand même 2 ans, les NFC Sud, quoi, que c'est pas impossible. Tiens, on finira là-dessus, sur cette question-là. Est-ce que vous voyez le champion encore en bilan négatif cette saison ou pas? Voilà, ça, ce sera la question finale. En attendant, les Falcons d'Atlanta se sont donc imposés contre les Saints de la Nouvelle-Orléans 24-15. Une victoire qui relance complètement la division. Autant si les Saints avaient gagné, ils auraient creusé le trou, 2 matchs d'avance sur leur opposant direct. Mais là, les Falcons sont non seulement revenus à hauteur des Saints, ils sont passés devant aussi, parce qu'il y a une donnée assez importante, Vince, c'est que les Falcons sont à 3-0 dans la division, les Saints sont à 1 victoire et 2 défaites, ce qui pourrait coûter très cher. Est-ce que les Falcons sont des candidats crédibles au titre de NFC Sud? C'est-à-dire qu'en fait, dans cette division, il va bien falloir un champion, quoi, dans cette division. Et c'est là pour moi la chance qu'ont les Falcons. Je suis désolé d'être un peu sec, un peu comme ça. Vous avez bien compris l'humour, mais effectivement, c'est poussif. Et là, c'est pas poussif comme le sont les Eagles, quoi. Ah non. C'est poussif, je sais pas, c'est traînard, voilà. Ils ont la chance dans cette division d'avoir les Panthers qui sont vraiment, vraiment un cran en dessous et donc qui leur permet limite d'avoir 2 victoires quasiment sûres. Mais c'est vrai que c'est compliqué cette division. Les Falcons, les Saints qui sont à 5-6, les Buccaneers qui sont un match derrière au final. Ils sont pas largués, les Buccaneers. On ne sait jamais, un match derrière. Il reste encore 3 matchs de division pour les Falcons. Il en reste 3 pour les Saints et 4 pour les Buccaneers. Donc, on ne sait jamais. Mais bon, ça, voilà. Le match d'hier place forcément les Falcons en favori de la division. À mon avis, ça sera le seul moment où ils seront un peu favoris. Après, malheureusement pour eux, je sens que le champion de la NFC South en playoff ne fera pas très très long feu. Est-ce que c'est vraiment une victoire au final rassurante pour les Falcons, Yaya, parce qu'on est quand même sur une équipe qui a gagné avec un Desmond Ridder à 13/21 à la passe, 168 yards, un touchdown, 2 interceptions par le même Tyrann Mathieu d'ailleurs au passage, un rating de 63, deux touchdowns de Bijan Robinson qui a fait un excellent match, ça là-dessus il n'y a rien à redire. Ils ont clairement gagné au sol. 228 yards gagnés à la course, les Falcons. Est-ce que vraiment on peut, du côté d'Atlanta, être optimiste après cette victoire, ou est-ce que c'est une victoire un peu à la Pyrrhus, parce que à défaut de mieux, quoi, si j'ose dire? Alors, il vaut mieux être optimiste et avoir tort que pessimiste et avoir raison, j'ai envie de te dire. Mais c'est toujours mieux de gagner. Effectivement, Bijan Robinson, surtout, a fait un match de mammouth. Il était partout, il marque un doublé. Je suis d'accord avec toi sur Desmond Ridder qui, malgré ses 2 interceptions, gagne le match quand même. Bon, on parlait en off, je pense que c'est un petit peu aussi le coaching staff de New Orleans qui est un petit peu fautif dans la préparation. Derek Carr sort des stats, mais pas de touchdown. Pour moi, c'est un peu con. Au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Quand tu marques que des field goals et que tu marques pas de touchdown, c'est compliqué. En red zone, ils sont à 0,5. 0 sur 5 en red zone. 5 apparitions en red zone, aucun touchdown marqué. C'est quand même
Écoute, quand même diabolique. je vais reprendre une expression de footballeur, c'est dans les zones de vérité qu'il faut être présent. Et bah, du coup, voilà, ils n'ont pas été, quoi. Donc, du coup, Les stats de Derek Carr sur le match, 24 sur 38, 304 yards, aucun touchdown, une interception. Une interception d'ailleurs de l'excellent Jesse Bates qui a fait un match tout bonnement fabuleux, Seb. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'une des satisfactions avec Bijan Robinson de cette partie-là. Absolument, Jesse Bates III qui fait beaucoup de misère aux Saints ce soir-là, puisque on l'a vu déjà réaliser un pick six en première mi-temps, et puis provoquer un fumble dans le troisième quarter sur Tyson Hill, je crois. Et puis, il y a effectivement ce manque de réalisme en red zone de la part de la Nouvelle-Orléans, 0 sur 5, comme tu l'as mentionné, 2 turnovers également dans les 10 yards d'Atlanta, et pourtant, on parle d'une attaque qui génère plus de 400 yards au total, et qui a l'air de caler dès qu'elle s'approche de l'en-but. C'est assez incompréhensible. Le bilan sur ce match qu'on peut tirer, c'est que avant ce match, il y avait une seule équipe en NFC Sud qui avait un bilan équilibré. Et puis maintenant, il n'y en a plus. Voilà. C'est terminé. Donc, plus sérieusement, est-ce que ça veut dire que Atlanta a la main mise sur la division? Non, certainement pas. La tête de cette division, elle a le temps de changer, mais alors, une foultitude de fois d'ici à la 18e journée. Je rappelle qu'en début de saison, c'était Tampa Bay qui jouait les Cade. Il faut le dire vite. Mais ils avaient enchaîné 2 victoires. C'est déjà pas mal. Voilà, ils avaient enchaîné 2 victoires. Mais qui étaient au sommet de cette division. Ça s'est rapidement dégonflé, comme on s'y attendait un petit peu avec Tampa. Donc, même mise d'Atlanta sur la division, non. Est-ce qu'on aura encore un champion de la NFC Sud avec un bilan négatif? Ben, c'est pas impossible, vu comme les choses sont engagées. Est-ce que ça se réglera à la Nouvelle-Orléans en week 18? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a des chances et que ce soir-là, ça sera règlement de compte, pas au Quai Coral, mais à la Nouvelle-Orléans, face aux Falcons à nouveau, pour savoir qui aura le privilège d'aller se faire décapiter en play-off par le seed numéro 2. Méfie-toi, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah oui, sauf si c'était Niners, c'est ça. Voilà, on sera ce sera contre le 5 du coup de seed. Oui, ça sera contre le 5. Ah. Mais ce sera les Cowboys ou les Eagles. Pas mieux. Ouais, c'est garnieux. Ouais, du coup, de rouler des pubs sur Bourbon Street. Hein. Cette division, je le dis depuis le début de la saison, il y a un mot pour la résumer, c'est pétaudière. Moi, je vois pas comment dire mieux. C'est un bazar sans nom. Alors, sur les classements, c'est fun à suivre, hein, parce que la tête de la division change quasiment chaque semaine. Mais par contre, effectivement, au niveau de qualité de jeu, c'est quand même pas, c'est pas fifou, si vous voulez bien me passer l'expression une fois de plus. Et on sait très bien que malheureusement, le champion qui sortira de cette poule, ce sera un agneau sacrificiel lors du tour de wildcard. Alors après, moi, il faut pas oublier non plus le marasme de blessures dans lequel vivent les Saints en ce moment, hein, parce que hier, quand même, sur le même match, ils ont perdu Shahid et Olave. Olave qui n'est pas revenu et qui finit pourtant, qui part en milieu de troisième quart et qui finit pourtant avec le plus de réceptions de son équipe, 7, le plus de yards après réception, 114, et le plus de targets, 9 de son équipe, alors qu'il ne fait que 3 quarts temps et demi. Donc la perte de Olave qui est sur commotion, donc on va voir un peu comment il récupère et quand est-ce qu'il pourra rejouer, en espérant qu'il pourra rejouer tout de suite. Mais c'est vrai que ça crée quand même une grosse perte pour les Saints dans leur escouade offensive, d'autant plus qu'ils ont perdu un receveur. J'ai perdu le nom, Flav, tu me le rappelleras, qui s'est blessé en week 12. Thomas, oui. Voilà, Thomas. En fait, depuis 3 saisons, tu comptes plus les matchs qu'il fait que les matchs qu'il loupe. Hein. Ah bah ça, très clairement. Non mais après, moi, il y a quelque chose, et là je vais parler en tant que fan des Saints, quelque chose qui est frustrant, c'est l'utilisation qui est faite de Tyson Hill. On a quand même un joueur
que toutes les équipes n'ont pas. Tyson Hill, c'est quand même un mec qui peut jouer quarterback, tight end. Hier, il y avait la répartition de ses snaps par position où il a joué. C'est un truc de dingue. Hein. Il joue partout. Là, il finit deuxième meilleur receveur de l'équipe, Tyson, quand même, avec 55 yards. Donc il est capable de courir, capable de recevoir, capable de passer le ballon, et on se contente de jeux minables, et il y a rien offensivement, il y a pas de folie, il y a rien du tout. C'est vraiment le coordinateur offensif, là, pour le coup, ils ont viré Matt Canada du côté de Pittsburgh, je serais pas étonné qu'un jour ou l'autre, ça finisse comme ça aussi du côté de la Nouvelle-Orléans, parce que franchement, c'est assez pitoyable de voir les appels de jeu qui sont faits pour Derek Carr. Voilà. Alors, il n'est pas exempt de tour proche, certainement, mais quand tu te dis que tu vas 5 fois dans la red zone et que jamais tu n'arrives à mettre un touchdown, c'est quand même assez problématique. Pour être gentil, c'est assez problématique. Tiens, mon Yaya, t'as pas donné ton avis, toi? Le champion, il finit avec un bilan négatif ou pas? Alors, avant le match d'hier, je croyais vraiment dans les Saints et j'aurais dit oui. Et maintenant, je ne croyais plus vraiment dans rien. Saints et t'aurais dit qu'ils finissaient en négatif. Heureusement que tu y crois. Non, mais moi, je les voyais finir en positif. Je les voyais finir en positif. Franchement, c'est quoi le pire, c'est que je te chambre, mais j'ai vraiment un truc sur cette franchise. Je les aime bien, les Saints. Mais moi aussi, je les aime bien, tes petits bleus, t'inquiète pas. Ah non, toi, tu nous, juste que tu nous mets, c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi, c'est juste parce que tu me chambres, c'est toi qui sort l'arbalète le premier. Mais blague mise à part, c'est très décevant. Et on rappelle, et c'est peut-être ça qui est le plus triste dans cette affaire, pour toute la NFC Sud, on rappelle que les Falcons et les Saints le plus facile. étaient les deux qui avaient le calendrier le plus facile de cette ligue, de toute la ligue, et ils sont à 5-6. Imaginons s'ils avaient eu le calendrier des Eagles. Je veux pas dire, mais bon, on n'en serait pas là, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, les amis. Hein. C'est vraiment. Ah, il y aurait eu que des victoires dans la division. Oui, c'est ça. Ce serait entretué pour prendre 3 matchs. Ça aurait été fantastique. En parlant de la division NFC Sud, l'info qui est tombée ce lundi, c'est le licenciement de Frank Reich du côté de Carolina, qui a donc été remercié. Bon, rien de très étonnant. Je pense pas que vous tombiez de votre chaise en apprenant ça ce matin. Moi aussi, un peu. Si t'es tombé de ta chaise, c'est pas fait mal. Non, ça va, c'était un tabouret. Non, je pensais qu'il aurait laissé un peu plus de temps. Quarterback rookie, équipe brinque-ballante. C'est vrai qu'on attendait un peu plus. Mais là, franchement, c'est hyper rapide. Et je pense qu'il doit y avoir d'autres choses que les résultats pour qu'il soit viré au bout de la première saison. Voilà, on en saura un petit peu plus par la suite. Mais à mon avis, je pense qu'il avait perdu le vestiaire. Et voilà. Ça fait quand même 2 fois en 2 saisons que Frank Reich est remercié en cours de saison, après l'an dernier l'expérience des Colts d'Indianapolis. C'est donc cette année les Panthers qui ont décidé de le remercier avant la fin de la saison régulière. Vince, toi, Frank Reich remercié, ça te... Il deviendra coordinateur, et puis voilà. Oui, ou il ira en universitaire. Franck Reich remercié, c'est surtout dommage pour. J'ai perdu son nom, je suis désolé pour le QB. Voilà, qui joue sous un coach, et à mon avis, c'est jamais bon quand tu es rookie de changer comme ça de coach en milieu de saison. Surtout en tant que QB, on va te demander de nouvelles choses, de nouveaux trucs, alors que tu commences un peu à t'habituer. Pour moi, je suis un peu déçu là-dessus. Après, il avait rien apporté aux Panthers, et puis c'était quand même, ça semblait très très faible. Donc voilà. Juste une petite chose, Frank Reich avait été pris parce que il avait développé des quarterbacks, notamment du côté de Philadelphie à l'époque. Il était coordinateur de Doug Peterson. Il était dans le coaching staff de Doug Peterson. Et je pense qu'il avait pris pour développer justement Bryce Young. Et je pense que justement,
vu qu'il n'y a pas d'évolution positive de Bryce Young et que il pâtit de la comparaison avec CJ Stroud, je pense que plutôt que de virer le quarterback tout de suite, il vire le coach parce que c'est plus facile. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'il se fait remercier. Voilà pour la NFC Sud. On passe à l'AFC, les amis, avec un duel qui nous a tenu en haleine hier à 19h. Et c'était l'un des duels prévus comme étant les points chauds de cette red zone, de cette 12e semaine. C'est le match entre les Jaguars de Jacksonville et les Texans d'Indianapolis, de Houston, pardon. Décidément, les Texans de Houston. 24-21 pour Jacksonville, une histoire de barre transversale sur un dernier coup de pied longue distance de Matamendola. Une équipe de Jacksonville qui du coup prend 2 victoires d'avance sur son concurrent direct, 8-3 pour les Jaguars, 6-5 pour les Texans. Yaya, est-ce que Jacksonville a fait un pas de géant vers le titre d'AFC Sud? Je vais te dire pas de géant, non, mais un pas décisif, oui. Ça avait été beaucoup plus compliqué que prévu. Houston, qui n'était pas programmé pour être l'équipe poil à gratter de cette division. Tout se passe bien du côté de Houston et Jacksonville ne devra pas se reposer sur ses lauriers et va devoir continuer à cravacher pour aller chercher ce titre de division, notamment pour garder du rythme. À côté de ça, match très plaisant à regarder. C'était un très beau match de foot. Moi, j'ai regardé la Red Zone et ils sont arrivés très souvent. Moi, j'ai trouvé notamment que c'était très agréable. Donc, oui, ils avancent. Attention à Indianapolis qui a le tiebreaker sur Houston. Bon, il va falloir continuer à gagner les matchs de division. Les Colts qui ont effectivement gagné de leur côté face aux Buccaneers de Tampa Bay 27-20. Les Jaguars de Jacksonville qui ont un calendrier normalement prétendument plus facile que celui de Houston pour finir la saison. Jacksonville qui devra jouer, alors c'est dans le désordre, hein, mais contre Baltimore, Cleveland, Carolina, Tampa Bay, Tennessee et Cincinnati jusqu'à la fin de l'année. Il faut qu'ils aient au moins deux défaites de moins que Houston et Indianapolis pour garder leur première place. Vince, est-ce que pour toi ils ont sécurisé leur titre de division? Un back-to-back puisqu'ils ont déjà gagné l'an dernier. Quoi qu'il arrive, ils sortent d'un gros match. Sécuriser leur place, c'est encore peu. Hein. Il reste encore 7 matchs, c'est ça? 6, pardon, décidément. Il reste encore 6 matchs. Il peut se passer encore pas mal de choses. Si je rejoins Yaya. Alors Yaya n'arrive pas à dire qu'ils arrivent à faire un pas de géant parce que ça rappelle sa franchise de cœur. Mais c'est pour ça que j'avais fait une passe décisive. Ils ont quand même fait un très gros pas pour avoir ce seed, d'autant plus que c'est dans une victoire dans un match de division, donc forcément le tie-break de division est d'autant plus important. Dans la division, les Jaguars sont à 4-1, donc forcément ils auront forcément un tie-break positif dans la division puisqu'il ne reste plus qu'un seul match de division. Ils ont fait un gros pas. Moi, je vous l'ai dit un peu en off, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal à y croire à cette équipe. Et pourtant, ils sont bien leaders de cette division qui est quand même assez relevée, même si on n'attendait pas les Texans à ce niveau-là. Et les Colts non plus, d'ailleurs, il faut dire. Mais bon, voilà. Ils s'en sortent à 8-3, deux victoires d'affilée, une belle victoire contre les Texans. Alors, certes, il y a 2 coups de pied, un sur le poteau, un sur la barre. Mais pour autant, ça reste une victoire quand même, et ça reste une victoire qui, mentalement, va faire beaucoup, beaucoup de bien à ces Jaguars qui, il y a 2 semaines, en avaient pris une sévère contre les Niners, on en avait parlé dans Tailgate, et se sont très bien redressés d'ici là. Seb, sur ces Jaguars, on a quand même un Trevor Lawrence à 23 sur 38, 360 yards lancés, ce qui est pas rien, et surtout, ce qui est intéressant, c'est le duo de receveurs, Calvin Ridley et Christian Kirk,
qui sont tous les deux à 89 yards, tout pile, ce qui montre quand même qu'il y a une certaine homogénéité dans le corps de receveurs des Jaguars. On avait parlé l'an dernier, je me rappelle, du fameux débat, est-ce qu'ils ont un vrai numéro 1, etc. etc. Ben, j'ai envie de dire que certaines équipes ont des comités de coureurs ou ils ont un comité de receveurs. Absolument, on a vu un Trevor Lawrence qui avait vraiment trouvé son rythme hier soir. Il s'est très très bien connecté avec Kirk et Ridley, en particulier en deuxième mi-temps avec Calvin Ridley, qui finit donc avec 89 yards en 5 réceptions et un touchdown. Et c'est son 3e touchdown en 2 matchs. Et on remarque que Ridley, l'attaque est plus productive quand il est impliqué. Et puis à côté de ça, Trevor Lawrence, il a marqué au sol. Il a mené 2 drives cruciaux en deuxième mi-temps. Et c'est le 7e match de suite qu'il fait avec un QBR de 90 ou plus. Après, le revers de la médaille pour l'attaque de Jacksonville, c'est le jeu au sol. Houston défend bien contre le jeu de course. Ils étaient 7e avant ce match. Mais Jacksonville, quand même, ça génère 2,8 yards par carry sur ce match. C'est quand même pas terrible. Alors certes, ils se mettent vraiment dans la course au first seed avec cette victoire. Ce Kansas City est à 8-3 également. Baltimore est devant à 9-3. Et il faut se rappeler que la saison dernière, ils avaient eu une deuxième moitié de saison vraiment costaud parce qu'ils avaient été 6-1, je crois, à partir de la week 13. Et puis en playoff, ils font un comeback quand même de 27 points contre les Chargers. Attention quand même, parce qu'ils vont croiser, comme tu le disais, avec l'AFC Nord. Ils vont prendre Cincinnati, puis ils vont aller à Cleveland, puis ils vont recevoir Baltimore dans les 3 semaines qui arrivent. Ils ont une petite triplette qui a quand même un potentiel de danger, même si Cincinnati et Cleveland ont des crocs qui sont un petit peu émoussés depuis quelques semaines. Plier la FC Sud, très certainement, même si effectivement il faut rester prudent à ce moment-là de la saison. Et sur le first seed, il reste dans la course. Il peut y avoir une belle bagarre pour le first seed en AFC s'ils se sortent de cette triplette redoutable là qui les attend. Ouais, et moi, il y a juste une petite chose, c'est que Cincinnati, c'est un Monday Night Football et ils enchaînent à Cleveland directement le dimanche à 19h. Donc, ça fait un jour de moins de repos. Et aller à Cleveland avec le froid quand tu viens de Floride, c'est jamais cadeau. Donc, après, tu reçois derrière Baltimore. Je trouve que effectivement, là, s'ils sortent de ce trio de matchs avec 2 victoires, là, on pourra. Ils se mettent à l'abri. Ouais, ils se mettent à l'abri. Après, s'ils ont une victoire, rien n'est perdu. 0 victoire sur les 3, ça va être compliqué. Ouais, et je dois dire que s'ils vont chercher, excuse-moi Seb, s'ils vont chercher les 2 premiers matchs, ils gagnent les 2 premiers matchs, ils seront sans pression pour recevoir Baltimore. Ça peut être extrêmement important pour eux parce qu'ils arriveront sans pression. Ce sera pas un must-win. Et du coup, là, ils peuvent essayer justement d'aller chercher le first seed. Mais sinon, ça risque d'être plié. Le match contre Baltimore peut être le match bascule pour le first seed. Oui, le match des Jaguars contre les Ravens sera certainement un match entre très bien placés et ça risque d'être un match qui ne faut pas louper, quoi. Vraiment, ça, il faut déjà le cocher dans le calendrier. Ça risque d'être au moins un tournant sur la place de ces équipes dans les playoffs, si ce n'est même plus un niveau mental pour les équipes. Ce sera un Sunday Night Football d'ailleurs. Et en parlant des Jaguars, Cam Robinson vient d'être placé sur la liste des blessés et sera donc absent les 4 prochains matchs. Ça, c'est pour les petites infos blessures. On a quand même une AFC Sud, on disait il y a quelques mois, hein, même peut-être quand on a encore fait la preview cette année, on se disait c'est quand même la division qui est un peu encore à la traîne en AFC, dans une AFC extra compétitive. Parce que finalement, ça va pas être l'une des divisions à suivre de ces toutes prochaines années. Parce qu'entre Trevor Lawrence, qui grandit,
CJ Stroud qui montre d'excellentes choses, Anthony Richardson du côté des Colts qui a montré un très bon début de saison aussi, ça va quand même pouvoir nous donner, je veux dire, les duels Lawrence-Stroud des prochaines années, ça risque d'être quand même assez sympathique. Hein. Ouais, Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et je même crois du côté de Tennessee avec Will Levis, même si c'est pas, ils ont peut-être quelque chose et c'est des QB qui sont là pour de nombreuses années. Ouais, et c'est Trevor Lawrence qui a dit qu'il était, qu'il était très content que CJ Stroud arrive, que ça mettrait de la compétition dans la division et que lui, il était là pour compétiter les meilleurs. Compétitionner, comme... Bon, enfin bref, pour avoir la compétition avec les meilleurs. Après, la NFL et le sport américain de manière générale, de par la draft et tout, c'est très cyclique. Oui. Là, on va certainement tomber sur une AFC South, effectivement, qui dans le futur va en tout cas, on l'espère, être très compétitive. On a parlé de ces 4 équipes, effectivement, qui pourront, dans le futur, avoir une place ou au moins un rôle à jouer dans la NFL. C'était pas du tout le cas ces dernières années, hein, il ne faut pas non plus l'oublier. Et actuellement, la AFC Nord, si on fait la comparaison, la AFC Nord avec les Ravens, les Steelers, les Browns et les Bengals, qui est très compétitive et qui, au final, on se pose la question. Alors, Burrow sait que c'est temporaire, mais est-ce que ça va durer aussi dans les prochaines années? Et voilà, c'est cyclique et c'est normal, c'est bien, c'est très bien de voir ça. Ouais. D'ailleurs, allons-y en AFC Nord, puisque Vince me tend la perche. T'as vu les transitions que je te fais? Oui, je saisis la perche tel Renaud Lavillenie au bout de la piste. Enfin, quand il courait encore et quand il était encore perchiste. Les Steelers qui ont réussi à remporter un match. Alors, est-ce que j'irai jusqu'à dire flamboyant? Non. Ce ne sera sûrement pas le cas des Steelers pendant toute cette année 2023. Mais ils l'ont remporté. Certes, on pourrait voir que les 16 points inscrits par les Steelers, c'est une chose. Mais on va surtout retenir, Seb, les plus de 400 yards offensifs de nos amis de Pittsburgh. Alors, mais c'est une un semaine, truc même de pas, fou. 4 ou 5 jours après le licenciement de Matt Canada, comme dirait l'autre, coïncidence, je ne crois pas. Coïncidence ou réalité scientifique, l'avenir nous le dira. Non, mais voilà, en l'occurrence, un seul être vous manque et tout va mieux. 421 yards de gagné au total, c'est du jamais vu dans la saison. Et puis, Kenny Pickett qui découvre qu'il y a autre chose que les touches et qu'il y a toute une zone au milieu de terrain qu'on peut exploiter pour lancer des passes. C'était absolument extraordinaire. Non, bon, allez, on va redevenir sérieux. Seb, je te coupe, mais c'est pas de la saison. Ça fait 58 matchs qu'il n'avait pas dépassé les 400 yards. Exact, 58 matchs, c'est absolument... Ça fait 4 saisons. 4 saisons. 4 saisons. Et donc, on a notre ami Kenny Pickett qui nous fait un 24 sur 33 et 278 yards. C'est limite une perte de Hall of Famer pour lui. À côté de ça, il y a un jeu au sol qui marche toujours très très bien, qui amasse 153 yards. Alors, on va redevenir un peu sérieux, ça n'a pas non plus été un feu d'artifice qui a mis le feu au terrain. C'était pas parfait. Il y a l'exécution en red zone qui est pas encore au top, mais on sent qu'il y a un pas qui est fait dans la bonne direction. Et puis aussi, ils ont justement, avec ces plus de 400 yards, ils ont outgained leur adversaire pour la première fois cette saison. Attention tout de même à une chose, c'est que le seul touchdown offensif, il a été amené après une interception de Trenton Thompson qui place les squads en position favorable pour ensuite aller driver jusqu'au bout. Leur défense, elle est restée solide. Une nouvelle perf de TJ Watt avec 2 sacs et 4 pressions. Et il devient le deuxième joueur à 90 sacs, même 91 pour lui, en 100 matchs. Il rejoint Reggie White. Ils ont tenu Cincinnati à 10 first down et 25 yards au sol. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette évolution, elle sera pérenne? Est-ce que l'on verra la même chose la semaine prochaine et les semaines d'avant? Si c'est le cas, il va falloir compter encore plus sur nos amis de la Cité d'Acier dans cette course aux playoffs et dans les playoffs. Alors, je ne sais plus, j'ai une mémoire qui défaille, je ne sais pas quel seed
à Pittsburgh actuellement. Ils ont le 5e seed. On s'en va tranquillement vers 3 qualifiés en AFC Nord si tout va bien. Et le reste du calendrier pour nos amis de Pittsburgh, ils prennent Arizona la semaine prochaine, ils reçoivent Arizona la semaine prochaine, ils reçoivent New England la semaine d'après, ils vont aux Colts pour les 3 semaines qui viennent. Ils reçoivent Cincinnati, qui sera sûrement ensuite, encore 5-0. Ils reçoivent Cincinnati, ils vont à Seattle, ils terminent très fort à Baltimore, mais face à des Ravens qui auront certainement déjà assuré leur qualification depuis longtemps. On verra où ils en seront pour le first seed, c'est une autre histoire. Mais il y a une succession de matchs qui leur sont plutôt favorables, en particulier les 2 qui viennent. Donc ils ont des victoires à prendre. Il va peut-être se produire quelque chose du côté de Pittsburgh. Je ne vais pas dire l'impensable, mais au moins l'improbable. Ils vont finir first seed. Finir first seed et décanier Baltimore lors de la 18e journée, lors d'un match acharné. Ça serait extraordinaire. Lors d'un terrible 9-6. Le moment de l'année à ne pas rater, à ne surtout pas rater. Vince, est-ce qu'il faut commencer à se méfier un peu de ces Steelers ? Les Steelers, depuis le début de la saison, même si ça gagne étriqué, ça reste rugueux. On connaît cette AFC Nord, on en a largement suffisamment parlé dans les différents tailgates. C'est une division rugueuse, c'est une division âpre, et la défense, elle a toujours été très très marquée. Les Steelers ont toujours été une équipe quand même qui est très défensive, parce que effectivement hier ils gagnent avec 400 yards plus de 400 yards de progression au sol, mais ils ne mettent que 16 points. Il faut s'en méfier. Les Steelers, pour moi, c'est une équipe, quoi qu'il arrive, il faut s'en méfier. On ne sait jamais. L'ambiance là-bas, elle est quand même assez chaude à Pittsburgh. Quand ils font tourner leur serviette, là, on dirait Patrick Sébastien dans ses meilleures années, quoi. Donc, il faut faire attention. Mais blague à part, moi, je me méfie beaucoup de ces Steelers et du jeu qu'ils peuvent produire, surtout en défense, parce que on l'a vu dans l'histoire de la NFL et dans l'histoire de la NFL récente, ça reste une équipe qu'il faut prendre au sérieux et qui est quand même très, très solide, qui a des bases solides. Et puis Mike Tomlin a quand même fait ses preuves en tant que head coach et en tant que gérant, on va dire, sur un match. Donc oui, attention à ces Steelers, même si je tiens à préciser que la division est dure et donc ils vont perdre quand même un peu encore d'énergie dans cette division-là. On en profite pour saluer Romain de Steelers France qui nous avait fait l'honneur en plus de venir pendant nos lives de Thanksgiving, et j'en profite à ce moment du podcast pour remercier tous ceux, et vous avez été nombreux à nous suivre pendant les 2 lives de jeudi et de vendredi. Remercier également tous nos invités, le compte français des Seahawks, le compte belge des 49ers, Romain donc de Steelers France que l'on salue une nouvelle fois, et pour le vendredi Elisa De Santis, Hugo Tekedam et notre ami Edrich Jean-Alphonse qui sont tous passés nous voir ce jeudi et ce vendredi encore. Merci à tous. Mon Yaya, pour ces Steelers, toi tu les vois finir où, la bande de Mike Tomlin? Je les vois en play-off. Après ça va dépendre sur qui tombe. Et je pense que n'importe qui tombe sur les Steelers, s'ils se disent « Aïe, on tombe sur un os ». J'ose espérer que ce n'est pas qu'un feu de paille cette victoire de ce week-end, et que c'est peut-être la première pierre vers des jours meilleurs. Et j'ai hâte de voir les Steelers revenir tout en haut de l'AFC, et parce que c'est une franchise mythique que la NFL a besoin d'eux le plus haut possible. Voilà.
J'en profite tant qu'on est dans la FC Nord pour donner une petite nouvelle blessure, hein, puisque Miles Garrett a été sorti du match contre Denver, dont on va parler dans quelques secondes, pour une petite blessure à l'épaule. Il apparaît qu'il ne sera pas blessé très longtemps. Il sera réévalué jour après jour. Il n'est même pas encore indisponible pour le match de la semaine prochaine. Donc rien de très grave pour l'épaule de Miles Garrett, que les fans des Browns se rassurent. Tout va plutôt bien pour le défenseur de Cleveland. Oui, hier. Il y a une info qui est importante, c'est qu'il y a des fans des Browns, du coup. Oui, du coup. Alors, on a Voilà. non seulement trouvé un fan des Colts, qu'on salue, Edouard, salut Edouard, mais maintenant, on cherche des fans des Browns. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à envoyer un message à charles@thefreeagent.fr ou flavien@thefreeagent.fr, puisque maintenant, j'ai une adresse moi aussi. Ah putain, il y en a qui sont bien vus quand même. Hein. Et voilà. Juste, est-ce qu'on peut demander à Bill Belichick, qui a été un grand coach pour les Browns, de faire des apparitions? Oh, bah, je pense que d'ici pas très longtemps, il devrait avoir du temps libre. Donc, on pourrait l'inviter à ce moment-là. On en revient sur les Browns et sur les Broncos de Denver, puisque Denver a battu Cleveland assez largement hier, dans un match qu'on attendait pour beaucoup, et je pense que Vince ne me contredira pas, serré entre les deux équipes. Et bien finalement, il n'y a pas eu tant de suspense que ça, avec mon cher Vince, tes petits chevaux sauvages qui ont complètement terrassé les Browns, notamment dans le jeu au sol. Eh ben oui. Alors, si un jour on m'avait dit ça, j'aurais eu du mal Je à te le dis croire. aujourd'hui. Que Denver batte les Browns sur le jeu au sol, non mais vraiment, je n'en revenais pas. Alors, pour blague à part, Denver est sur une série quand même de 5 victoires d'affilée. Outre ce match-là qui est pour moi une belle démonstration quand même de la force de Denver en ce moment, plus que de la force, je dirais, du mental qu'a cette équipe. Faut pas oublier quand même qu'ils se sont pris 70 points en un match à Miami en début de saison. J'aime m'auto-flageller, donc je le rappelle souvent, mais c'est vrai que cette défaite-là a été un électrochoc. Et depuis le match des Bears, avec une première mi-temps très moyenne, la deuxième mi-temps s'est très bien passée, et depuis ce match-là, c'est incroyable. Cette équipe des Broncos a radicalement changé. Ils ont un mental, en ce moment, on a l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils y arriveront. On a un Sutton qui vole, qui est exceptionnel, qui arrive à rattraper des ballons, c'est fou. Bien épaulé par un Jerry Jeudy aussi qui aide beaucoup sur les tracés un peu beaucoup plus courts. Mais effectivement, hier, le salut est venu de la course, parce que même si on parle de Sutton, de Jeudy, tout ça, c'est très bien. Il n'y a qu'un seul TD à la passe hier, et par contre, à la course, on en met 2, et ce sont les 2 premiers. Donc, on force le jeu à la course, on montre qu'à la course, on arrive à passer, les Browns se resserrent, et derrière, on arrive à élargir beaucoup plus le jeu à la passe. Avec un Wilson qui finit à 13 sur 22, 134 yards à la passe, c'est franchement, moi j'ai été bluffé, très agréablement surpris par mes Broncos. Je suis aux anges actuellement parce que le niveau de jeu est là. Et en plus de ça, on revit des émotions, nous en tant que fans des Broncos, ça faisait bien longtemps que l'on n'avait pas vécu, donc ça fait très plaisir à voir. Mais peut-être, Flavie, ne désespère pas, peut-être que tu les connaîtras un jour aussi. Non, tout va bien, t'inquiète pas. Bon, c'est l'effet Sean Payton, ça. C'est vrai. Mon cher Seb. D'ailleurs, juste pour une petite stat au passage, Sean Payton est le deuxième QB des Broncos depuis 1970 à réussir 5 victoires d'affilée avec un QB rating supérieur à 90. Deuxième coach. Pas Sean Payton, pardon, Russell Wilson, Russell pardon, Wilson. excusez-moi. J'étais parti sur Russell Wilson. Ils ont de l'audace. Russell Wilson est donc le deuxième QB des Broncos à réaliser de l'histoire, enfin depuis 1970, à réaliser 5 matchs d'affilée sans perdre, avec 5 victoires et plus de 90 de QB rating. Parce que si vous avez tenté Sean Payton en QB, c'est vraiment que l'audace paye. Hein. Je le dis, moi, c'est que là, on ne peut plus les arrêter, les Broncos. Hein. Non seulement ils font courir des enfants à d'autres moutons à la mi-temps, mais en plus, ils
Et là, il nous tente le tout pour le tout. Les Broncos qui sont donc à 6-5, qui sont repassés en bilan positif. Si on nous avait dit ça quand on a failli faire un podcast sur eux, imaginez un peu les gars comment le podcast aurait mal vieilli si au lieu des Bears, on avait fait les Broncos quand ils étaient à 1-5 et que on s'était dit non mais de toute façon la saison est finie et tout, on serait passé pour des pompes à vélo. Heureusement, Sachant qu'on avait décidé sur qui on faisait le podcast suite au match justement Broncos-Bears, on avait dit qu'on le ferait sur le perdant. C'est ça, on l'avait fait sur le perdant. Et les Broncos étaient bien mal embarqués dans cette rencontre. Donc on est passé pas loin de la correctionnelle dans cette saison 2023, de perdre tous notre boulot. Tous autant qu'on est. Mais ça va, vu le salaire que l'on touche. Hein, bon. Ça, tu te plaindras au grand chef. Écoute. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, c'est pour ça. Hein. Charles, si tu nous écoutes, nous, on n'a même pas droit à une adresse mail à notre nom, alors bon, tu les Broncos qui sont donc à 6-5, qui sont repassés en positif et qui sont dans une espèce de groupe de chasse pour la place en playoff. Seb, est-ce que tu les vois aller en playoff, les Broncos? Alors, actuellement, ils seraient 9e dans la course au playoff. Indianapolis et Houston sont devant respectivement 7e et 8e. Leur prochain match, c'est à l'extérieur. Si je ne me trompe pas, ils vont à Houston, ils vont voir les Chargers, ils vont voir les Lions. Il y a des victoires à prendre dans cette triplette là aussi. Par la suite, ils reçoivent New England, ils reçoivent les Chargers et ils iront à Las Vegas. Moi, ce que je redoute, c'est que leur départ à 1,5 leur coûte cher. D'après ESPN, ils ont 29,8% de chances de se qualifier. Alors, c'est pas très épais, mais c'est pas rien non plus. Leur grosse force, ça reste tout de même leur défense. Ils sont quand même à 15 takeaways en 4 matchs. Cette série de 5 victoires, bien sûr, ça les met en confiance. S'ils arrivent à rester constants de cette façon, c'est-à-dire se reposer sur leur défense, avoir un Russell Wilson qui fait le métier sans chercher à prendre les matchs à son compte, parce que pour le moment, c'est ce qu'on lui demande contre Cleveland. Il fait, certes, il rend au plus 90 de rating, mais c'est 13 sur 22, 134 yards, un touchdown. Donc, c'est ce qu'on lui demande, c'est prise de risque minimum, faire avancer l'attaque, ne pas prendre le match à son compte, parce que peut-être que pour le moment, ils disent qu'il n'y a pas la place pour ça. Mais effectivement, s'ils réussissent à garder la constance qu'ils affichent depuis 5 matchs, on pourrait assister à un run complètement improbable il y a encore quelques semaines des Broncos de Denver. Et effectivement, on n'aurait pas eu l'air fin si on avait fait notre podcast de l'angoisse sur Denver. On a aussi une défense qui a été complètement retrouvée. On sait que c'était peut-être leur seule force de la saison 2022. Cette défense de Denver, elle n'a concédé qu'une seule fois plus de 20 points sur les 6 derniers matchs. C'était contre les Bills dans la victoire 24-22 des Broncos. Ils ont joué 2 fois Kansas City. Les 2 fois, ils ont laissé les Chiefs à moins de 20 points. Ils ont joué donc Buffalo qui a passé tout juste la barre des 20. Les Vikings sont restés à 20 points aussi. On a quand même, on a l'impression qu'il y a de retrouver ce socle de l'an dernier avec une défense solide, mais sauf que cette fois, l'attaque arrive à marquer suffisamment de points pour passer devant. Oui, totalement. Alors, je me suis noté un petit truc. Moi, je trouve que ils ont une petite gueule comme ça, là, tu vois, à la Jacksonville l'an passé. C'est-à-dire que difficile au début, et puis tout se met en place, tout s'emboîte petit à petit. Et effectivement, comme l'a rappelé Vincent, derrière le wake-up call, il a dû se passer quelque chose à Chicago, une prise de conscience, et derrière, ça commence à prendre forme. Alors peut-être qu'ils vont partir d'un peu trop loin, parce que leur division ne leur permet pas d'aller chercher un titre de division, mais ils seront à la course pour les playoffs, et le match de la semaine prochaine va compter très très fort. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas partis d'un peu trop loin? C'est l'avenir qui nous le dira. Mais pour moi, aujourd'hui, les Broncos, c'est clairement une des équipes avec les plus belles dynamiques de la NFL.
Les Broncos, faut pas oublier non plus qu'ils ont perdu à domicile contre les Raiders et contre les Commanders en début de saison. Si on refait le match aujourd'hui, je pense que sur 5 matchs, ils en gagnent 5. Mais voilà, c'est fou. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette équipe-là cette année, c'est de voir le retournement de situation entre le début de saison et maintenant. C'est vrai que c'est incroyable. On n'a vraiment pas l'impression que ce sont les mêmes gars qui sont sur le terrain, ni même le même coaching staff d'ailleurs. Et puis bon, ben voilà, ils étaient à 1-5, ils sont à 6-5. C'est la belle histoire. Ce serait très très beau s'ils allaient en playoff. Après, on va pas s'enflammer. Le match, comme vous l'avez dit, de toute façon, Yaya et Seb, le match chez les Texans la semaine prochaine, donc programmé à 19h, hein, va pas falloir arriver en retard pour le Red Zone, mais celui-là, il vaut cher quand même. Ouais, clairement. Et on a, t'as parlé des 2 défaites contre les Commanders et contre les Raiders. Il y avait aussi une défaite à domicile contre les Jets avec 31 points pris par les Broncos. Et c'est vrai que c'est ce genre de défaite aujourd'hui qui semblerait. Imaginez les Jets mettre 31 points aux Broncos aujourd'hui, on a du mal à se dire que c'était il y a 2 mois. Je suis pas venu ici pour souffrir, s'il te plaît, Flav, parce que là, c'est dur comme ce que tu dis. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, et de la neige est tombée dans les montagnes de Denver depuis ce moment-là. Oui, mais excuse-moi, Flav, moi je pense vraiment que s'ils continuent sur cette dynamique, eux seront enfin le candidat crédible pour aller embêter les Chiefs et mettre fin à l'hégémonie. Surtout qu'on va un peu digresser, désolé, hein, mais les Chiefs ont battu les Raiders hier de manière un peu poussive quand même. Donc, les Chiefs cette année, si les Broncos avaient fait un début de saison beaucoup plus correct, effectivement, on aurait pu vraiment se poser la question de savoir cette hégémonie des Chiefs, s'ils n'allaient pas déjà perdre la division dès cette année. Effectivement. Les amis, comme d'habitude, votre petite action qui vous a plu, votre petit résultat, votre équipe que vous avez trouvé triomphante, peut-être la célébration de Tommy DeVito, peut-être, je ne sais pas, quelque chose. Vous n'avez pas l'image, moi j'ai l'image de Yaya qui est en train de nous faire la célébration. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette semaine? Allez, on commence par toi, Vince. Alors, je vais noter deux actions, une qui m'a fait beaucoup rire, l'autre qui est beaucoup plus tactique. Excuse-moi, Vince, laisse-moi deviner, est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui se passerait du côté de Pittsburgh? Non, à peine. Celle qui m'a fait beaucoup rire, c'est justement ce receveur de Pittsburgh lors d'une course qui doit faire un bloc, qui ne le fait absolument pas, qui reste immobile sur la ligne. Le run part, se fait perdre le ballon. Son opposant direct à ce receveur qui doit normalement bloquer récupère la balle et recourt pour... il va pas jusqu'au touchdown, mais il arrive à remonter 20 yards. C'est assez déconcertant de voir à quel point il a l'air de se foutre complètement du jeu. Sinon, pour moi, la plus belle des actions de la semaine, c'est du côté des Chargers que je la vois avec une passe latérale, en fait une passe en profondeur. Le receveur récupère la balle et fait une passe latérale en arrière à un receveur plutôt sur le côté. Pour tout vous dire, je vais vraiment essayer de décortiquer cette action-là et de la mettre dans un tableau noir d'ici la fin de semaine. Je vais vraiment essayer de le faire parce que je la trouve vraiment, vraiment très belle. Juste une petite chose, j'ai dit que c'était Pickens, mais non. C'est Johnson. Johnson, ouais. Excusez-moi. L'action pour moi de la semaine, c'est quelque chose qui va avoir un vrai impact. C'est le coup de pied d'Amendola qui tape la barre centrale et qui ne passe pas et qui fait que Houston n'accroche pas les prolongations et du coup, ça met un boulevard pour nos amis des Jaguars de Jacksonville pour remporter le match et 2, certainement remporter la division. Après, on va rappeler que c'était quand même un coup de pied difficile. 55 yards. 58 yards, ouais. C'est un coup de pied long. C'est pas comme notre ami des Patriots qui en a raté un de 35. Là, on parle vraiment d'un coup de pied quand même assez Ne me lance pas.
Non, Ne mais me lance pas sur les théories du complot. tiens d'ailleurs, une question intéressante sur ce coup de pied. Mata Mendola, qui était, je crois, à 0 sur 4 sur les coups de pied de plus de 50 yards en carrière, euh, est-ce que c'est le bon choix de l'avoir fait botter ce coup de pied de 58 yards, ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu tenter une quatrième tentative avec CJ Stroud qui tente une Hail Mary, Bah, souhaitons la plus couronnée de succès de celle de Tim Boyle, mais... Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais là, Bah, c'était la fin du match encore. Bon, s'il se rate... Ouais, mais ouais, mais on peut le dire maintenant que le match est fini et que ça a tapé la transversale, mais voilà, ça a tapé la transversale. Il faut bien imaginer qu'à 1 yard de près, la balle, elle passe, quoi. Donc bon, ouais. c'est compliqué. Moi, je pense que oui, quand tu veux accrocher les prolongations, tu vas tenter un Hail Mary, tu as combien de chances que ça réussisse? Oui, non, je demande. Et tiens, tant qu'on en est dans les appels de jeu de ce match-là, il y a eu un moment, une 4e et 1 pour les Texans, que Demeco Ryans a tenté de jouer, ils ont perdu le ballon. Euh, Est-ce qu'il aurait, et cette fois c'était aux alentours des 40 yards, est-ce qu'il aurait pas fallu mieux prendre les 3 points à ce moment-là aussi? Il y a eu quelques appels de jeu Voilà. Alors il y en a un, lors de ce Peterson match. aussi, à la fin de la première mi-temps. Là. On peut dire pareil pour les Jags à la fin de la première mi-temps, qui ne prennent pas les 3 points et qui vont essayer de marquer le touchdown de manière Alors qu'il reste une incompréhensible. seconde. Ouais, je comprends pas. Et voilà. Il y a eu des appels un peu particuliers dans cette rencontre. Mon cher Seb, toi, est-ce qu'il y a un truc qui t'a plu? Alors, un truc qui m'a plu, j'arrive pas à dire si ça m'a plu. Vous commencez maintenant à connaître ma tendance à la dépression. Moi, le jeu qui m'a marqué sur cette semaine, ça remonte à Thanksgiving, parce que oui, il faut bien que quelqu'un en parle. C'est Oui. cette nouvelle phase de jeu mythique qu'on a surnommée la Fail Mary, exécutée par les Jets face aux Dolphins. Je ne sais pas quoi en penser, mais en tout cas, ça me fascine. Cette, cette capacité à se tirer une balle dans le pied lors des moments les plus improbables. Il y avait combien de chances pour que ça arrive? 1 sur 1 million. Et ben les Jets sont tirés. Et moi, je trouve que c'est beau. Et je retiendrai ce sourire. Je ne sais pas si tu te souviens de Seb. À ce moment-là, au moment du Pick Six, on était avec Edwige Jean-Alphonse, donc le cornerback des Mousquetaires, qui a eu un sourire énorme, l'air de dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais pourquoi j'étais pas à la place du cornerback pour remonter tout le terrain? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la fin de la mi-temps. Le match est très sale, mais le score, il n'y a pas un gros écart. C'est bon, restes-en là. Tu pouvais pas espérer mieux à ce moment-là du match. Et non, c'est bon. Ben, c'est quand Surtout même que le momentum, du monde. et le momentum était en train de changer parce que Tua Tagovailoa était sur deux interceptions consécutives en plus. Et il venait de se faire intercepter 2 fois. On sentait que les Jets pouvaient potentiellement commencer à renverser le match. Et là, il y a eu un retour de flamme assez terrible. Un retour de fleuve. Ah oui, c'est ça. Retour Après, de flamme. Après, par contre, une des actions qu'on a le plus vues de la semaine, c'est les joueurs qui mangeaient de la dinde quand même. Il faut bien le Oui, dire. mais C'était de saison, hein, mon brave monsieur. c'est ça. Après, Alors, moi, je vais vous dire ce qui m'a plu. Je vais vous dire ce qui m'a plu. Parce que c'est pas une action qui s'est passée en NFL. Je vais rendre hommage à mon confrère, à Scott Henson, qui seul, dans le bâtiment, à la fin de la red zone, a continué, malgré une alarme incendie, il a continué à nous faire vivre les touchdowns, parce que Scott est le plus grand. Et ça, nous ne le disons pas assez. Voilà. Vous voyez? Alors, je raconte l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi. 4e quart-temps de Bills Eagles. Une alarme retentit dans les bureaux d'NFL Network. Tout le monde évacue tout le monde, sauf Scott Henson, qui reste en place pour nous faire vivre les derniers touchdowns de la soirée. C'est absolument grandiose. Bravo, Scott. Si tu nous écoutes, félicitations. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. J'espère que le chef coupera ce bout du podcast pour l'envoyer directement sur Twitter à notre ami Scott Henson. Parce que, voilà. Il faut américain. Un véritable héros. Un véritable héros. Il a posté d'ailleurs un message sur Twitter avec marqué les femmes, les enfants et les touchdowns d'abord. Ce qui est voilà, c'est Scott.
Alors pour nous, on va se retrouver donc jeudi pour un nouveau Tailgate où ce sera pas du tout déprimant, mon cher Seb, puisqu'on parlera de Matt Jones, de Zach Wilson, de Daniel Jones. Bref, ce sera absolument grandiose. Tu veux m'achever? C'est pas possible autrement, tu veux ma peau. Ouais, ça va être absolument génial. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite sur les antennes de TFA.